Eh bien voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue vers sa perfection. Nous travaillons tous à cette œuvre sans le savoir, mais bientôt l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. C'est juste une question de moment. Il y a un moment où l'humanité prend conscience de telle et telle chose, de la rotondité de la Terre, de nos origines primates, etc., etc. Ça tombe toujours à des moments précis de l'évolution de l'humanité. Et la prise de conscience de notre sens, c'est quelque chose que je sens poindre, et c'est pas pour rien que la mécanique universelle parle de ça. Voilà. Alors, je vais continuer donc mes réflexions en m'appuyant sur une émission de France Culture consacrée à François Châtelet sur l'histoire de la raison, l'évolution de la raison dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Et là, nous sommes au chapitre 9 qui est consacré à Machiavel, la raison et la politique. Donc c'est la deuxième vidéo, je lance le podcast et puis je digresse, je découvre en même temps et je commente éventuellement, de façon atypique. Alors voyons comment la pensée philosophique, reliée à la rationalité à travers l'œuvre de toutes les découvertes scientifiques, avec l'objectif de conduire un discours convaincant, voyons comment cette pensée va tenter de répondre aux problèmes généraux qui sont posés par ces désordres sociaux qui, en même temps que des inventions, produisent des mutations spirituelles et des mutations économico-politiques. J'évoquerai des mutations spirituelles, parce qu'il parle je pense, de la réforme, du moment où les protestants, le schisme qui se produit à cette époque-là, va s'opposer au docte religieux, à l'intelligentsia religieuse du catholicisme, pour essayer de le réformer, pour lui dire c'est pas possible d'évoluer comme vous évoluez. Il y a des choses qui sont incohérentes, on ne peut pas. Et effectivement, le catholicisme était était rentré dans le pouvoir, du côté du pouvoir. Donc, il avait dévié de sa vocation originelle, celle que le Christ avait amenée à l'origine, c'est-à-dire être contre justement l'establishment, contre le système, contre le pouvoir, voulant réformer le pouvoir, voulant l'amener à quelque chose de plus spirituel en somme. Et là, le christianisme était sorti du spirituel pour rentrer dans le matériel, justement, dans le pouvoir, dans les passions, dans l'histoire de la domination, etc., dans l'accumulation des richesses. Et là, c'était plus supportable pour le monde protestant. Et donc, il y a cette révolte qui se fait et qui vise à réformer au départ. Et en fait, comme il est devant une surdité, le christianisme s'est cristallisé, le catholicisme s'est cristallisé et a essayé et a mis de la violence pour interrompre cette contestation. On retrouve exactement le même problème avec l'Occident actuel. Les dominants occidentaux ne veulent absolument pas se réformer et donc ils préfèrent mettre de la violence un peu partout dans le monde, provoquer, essayer de préserver leur pouvoir. Et c'est légitime, hein, c'est un principe complètement animal, primate. Lorsque nous étions des primates naturels, on se comportait exactement pareil. Le dominant est harcelé par des prétendants et il se
il se bagarre jusqu'à ce que il perd de pied et il s'enfuit. Voilà, il y a un moment où sa fatigue arrivant, l'âge arrivant, etc. À force d'être harcelé, un jour ou l'autre, il prend peur et il n'a plus la force de se battre et il s'en bat. Et là, c'est ce qui va se passer avec l'Occident. L'Occident, il résiste à l'Afrique qui lui dit arrêtez, ça suffit, mais faites votre mea culpa, regardez les choses en face, etc. Et arrêtez de nous vampiriser. Passons sur quelque chose d'égalitaire. Et les BRICS disent la même chose. Et l'Asie et l'Amérique latine, enfin bref, il y a un monde qui est en train de dire à l'Occident ça suffit, et l'Occident fait comme à l'époque le catholicisme, je veux rien entendre, je vous combats et je vous empêche de me critiquer. Voilà, c'est le narcissisme en fait. Et l'Église était rentrée dans le narcissisme absolu. Elle était dans la toute-puissance. Elle avait acquis au cours des âges un état de toute-puissance tellement intense que elle pouvait pas. Ça avait dopé son narcissisme et ce narcissisme la rendait sourde. Le narcissisme rend sourd en réalité. Il empêche d'entendre toute critique. Et c'est d'ailleurs les médias occidentaux, là, les médias qui appartiennent à l'oligarchie, donc au MEDEF, ils sont dans cette surdité-là, et ce narcissisme, c'est hallucinant. Dès qu'on les titille un peu, dès qu'on dit vous avez des responsabilités, oula, tout de suite, voilà. Et c'est le principe même du narcissisme. Très essentiellement, dans un premier moment, deux penseurs que l'on peut tenir pour les initiateurs de la théorie politique. Ainsi donc, pour préciser notre schéma, pendant que se produit cette révolution physicienne, marquée par les noms de Copernic, Kepler, Galilée. C'était l'épisode avant. Se produit une révolution dans la pensée de la société. Il y a un parallèle, la philosophie s'efforçant de répondre d'une part à une nouvelle vision du monde naturel, alors qu'elle s'efforce de rendre intelligibles des transformations se produisant dans l'univers social. Ces deux penseurs, c'est Machiavel et c'est Jean Bodin. Ah, Jean Bodin, d'accord. Machiavel commençait, je connaissais pas Jean Bodin. Vit en Italie, à Florence, et il se trouve dans un univers où les troubles sont considérables. C'est là où il y avait le machiavélisme, en fait. L'Italie n'était pas, mais n'est pas unifiée, elle est partagée entre de multiples petites souverainetés qui se font la guerre les unes aux autres. La violence est à son comble. Non seulement il y a des guerres entre les divers monarques, entre les diverses villes, mais à l'intérieur de chacune de ces réalités se produisent constamment des troubles civils. C'est l'époque des régicides, c'est l'époque, on l'a dit, des poignards et du poison. Et c'est là où, en fait, cette violence, peut-être, elle est... Alors, attention, il faut toujours reprendre avec des précautions ce que je dis, parce que c'est intuitif, globalement. Je n'ai pas de connaissances et je ne creuse pas les choses. Véritablement, c'est quelque chose un peu hypermétrope. Je regarde les choses dans la globalité. Et donc, je pense que le marché, le fait qu'il y ait eu tant d'argent, tant d'or qui est arrivé du commerce, etc., qui ont fait monter des pouvoirs
comme les Médicis, etc., à Florence, a fait que il y a une violence. Ça a fait monter la violence. En fait, le capitalisme, le libéralisme est concomitant de la violence parce qu'il emmène les désirs, il emmène la jalousie, il emmène tout un tas de choses que n'a pas le spirituel à son origine, le spirituel basique. Et on le voit même au niveau des artistes. Ceux qui peignaient les icônes, ils signaient pas leur nom, ils étaient c'était quelque chose de religieux, c'était quelque chose de spirituel. Leur travail était là. Et puis d'un seul coup, la Renaissance arrive et l'artiste, ça dope son ego. En fait, le marché, le capitalisme dope le narcissisme, dope l'égocentrisme, dope la violence, dope le vol, dope l'agressivité, le crime, etc., etc. C'est indéniable, ça va avec. C'est pas une critique, c'est comme ça. Il a fallu cette période libérale, capitaliste pendant des siècles. C'est ce qui a fait évoluer l'humanité dans un sens, mais toujours vers cet état de perfection. Sauf que il y a un moment, ça, c'est juste un instrument, c'est juste un outil, le capitalisme. Il tombera. On voit bien qu'on entame la fin du capitalisme. Là, c'est quelque chose qui va devenir has-been. Et donc, on va repartir dans les valeurs, mais le capitalisme aura fait son travail, mais on reprendra la route de l'être sur l'avoir, plus important, le fait d'être heureux, le bonheur sur le plaisir, l'être sur l'avoir, etc. Ça, c'est dans notre avenir. Et c'est pour ça qu'il y a une contestation inouïe contre le capitalisme, là. Mais évidemment, le capitalisme, sa mort, en somme, ou son affaiblissement, il est sur des décennies. Il n'est pas brutal. On ne peut pas passer d'un monde à un autre aussi vite qu'un homme peut passer d'un moment à un autre. Il peut, on le voit, si on écoute Saint-Augustin, par exemple, c'était un jouisseur qui, d'un seul coup, va tout abandonner pour le spirituel. À l'échelle d'un homme, ça peut se faire sur une décennie ou sur quelques années, mais pour l'humanité, il faut des siècles pour réduire les choses. Voilà. Machiavel constate que cette situation engendre la souffrance, le malheur et le crime. Et il voudrait je ne l'avais pas écouté, mais c'est exactement ça. Y remédier. Il lit attentivement les historiens romains en essayant de trouver dans leur enseignement. Donc je le découvre en même temps, mais c'est super intéressant parce que là, ça veut dire que Machiavel, son but, il est vraiment, c'est un philosophe, c'est un humaniste. Donc, quand on dit machiavélique, sa pensée, elle n'est pas... C'était quelqu'un qui voulait adoucir les mœurs, qui voulait réformer la violence. Donc... quelques remèdes à cette situation désastreuse. N'est pas pertinente. Et il se rend bien vite compte qu'il faut poser le problème d'une manière radicale. Et pour lui, poser le problème de manière radicale, c'est refuser les idées qui, à son époque, sont les idées dominantes. Et quelles sont-elles, ces idées dominantes? Eh bien, je simplifie beaucoup, mais je crois rendre compte de l'essentiel de la pensée des clercs. La société est considérée comme un fait naturel. C'est là l'enseignement d'Aristote. Aristote a montré que l'homme est un animal social et que par conséquent, le fait de vivre en société ne pose pas de problème. Ce qui veut dire, donc, que si
les sociétés sont désorganisées, c'est tout simplement parce que les hommes sont méchants ou mal éduqués, puisque le fait de vivre en société est un fait naturel. À cette première idée aristotélicienne s'ajoute une autre idée, qui, elle, est issue de la pensée chrétienne moyenne. Il y a une providence divine, il y a un ordre divin, et par conséquent, les chefs qui se trouvent au pouvoir, d'une certaine manière, sont voulus par Dieu. Alors, quelquefois, il faut reconnaître que la Providence agit d'une manière trouble et qu'elle veut des chefs qui sont bien mal en place, mais on pense toujours qu'en fin de compte, cela peut s'arranger. En somme, le monde, il y a une sorte de fatalisme, à la fois social et fatalisme politique, apparaît comme étant de l'ordre du donné. Il y a du donné et il faut faire avec. C'est ça, une sorte de fatalisme. Et alors, mais oui, bien sûr. Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence. L'homme doit accepter les règles telles qu'elles sont. Les dominants sont les dominants par essence. Les esclaves sont les esclaves par essence. Ça, c'était Aristote qui pensait comme ça. Donc, il y a quelque chose qui est... C'est l'ordre établi. Et Machiavel, je pense, à ce moment-là, va vouloir dire on peut influencer cette chose-là. On peut travailler à changer les choses établies. Et il donne les premières impulsions de ce qui deviendra la révolution plus tard. C'est-à-dire, on sort du système établi qui se transmettait par le sang et on passe à une autre. On peut renverser le mécanisme primate en réalité, parce que c'était un mécanisme primate qui fait que les dominants forment, bon voilà, il y a, ça se reproduit en somme, même si c'était un autre clan qui apportait un nouveau dominant, mais en fait le mécanisme était toujours le même. On ne peut pas le faire évoluer dans le système primate classique, chez les chimpanzés, c'est comme ça et ça ne peut pas changer. Il n'y a pas un groupe de dominants qui vont se réunir ou un groupe de chimpanzés qui vont se réunir et qui vont dire non, c'est plus possible, on ne peut pas passer par là, on va voter avec des petits cailloux et on va élire le dominant pour écarter la violence. C'est ce que l'humanité a fait. Elle a réussi à faire ça parce que la conscience a évolué, parce que c'était son rôle, c'était notre rôle de sortir du monde de la nature, des lois de la nature pour les lois de la culture, en amenant ces lois de la nature vers les lois de la culture. C'est pour ça qu'on se comporte aussi encore avec ces relents de lois de la nature. Mais bon, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Belle, comme jadis Platon, pense qu'il faut faire d'énergiques préparatifs, au contraire, pour sortir d'une telle perspective. Et il va poser, on peut dire d'une certaine manière, le premier, la question politique dans toute sa vigueur et dans toute son intensité. Il va se demander ce qui fait qu'une société est une. Il va se demander par quels moyens on peut éviter la guerre civile et assurer la puissance de la collectivité dans laquelle on se trouve. Ça, c'est vraiment intéressant parce que à son époque, ça correspond exactement à ce qu'il fallait faire pour essayer de faire évoluer les choses. Mais il garde le principe des dominants tels qu'ils sont, etc. Mais il va faire évoluer, il veut faire évoluer le système pour réduire la violence. Et aujourd'hui, la mécanique universelle fait exactement ça, cette réflexion. C'est-à-dire que quand maintenant, pour réduire encore plus le taux de violence de l'humanité,
à l'échelle où elle en est, maintenant c'est plus la cité, là c'était des cités, c'était Sienne contre Venise, Venise contre Rome, Rome contre voilà l'autre ville de Toscane. Bon bref, c'était à ce niveau-là. Maintenant c'est au niveau général, c'est l'humanité où ça se passe, cette chose-là. Et pour réduire la violence de l'humanité dans son ensemble, eh bien, il faut prendre conscience de notre temps, de notre travail commun. Qu'est-ce que nous réalisons de façon commune? Une fois qu'on aura pris conscience qu'on réalise cette perfection pour nos petits enfants, pour dans 2, 3, 4, 5 siècles, eh bien, on sera obligé de travailler en commun. On sera obligé d'arrêter d'évoluer par antagonisme, par la guerre, par la violence, par la destruction. On sera obligé de travailler ensemble, puisque notre but, une fois qu'on a compris que le but est commun et universel, c'est fini. C'est terminé la violence. Et ça, c'est pour ça que c'est l'étape majeure qui arrive dans l'humanité. C'est ce que veut éclairer la mécanique universelle. Et sa réponse par rapport à l'époque est complètement nouvelle. Il affirme que l'unité de la société, ce qui assure à la fois son être et son maintien, sa perduration, c'est la politique. Et que la politique, c'est avant tout un acte. Pour qu'il y ait une société une, il faut qu'il y ait à son origine un acte fondateur. C'est dans cette perspective que l'année 1513, il écrit Le Prince. À l'origine de cet acte politique, Machiavel met un homme empirique qu'il s'efforce en somme d'éduquer, d'enseigner, et il déclare au prince: sache ce que tu fais, si tu veux être prince et être aimé de tes sujets, si tu veux remplir ta fonction, il faut que tu comprennes que tu dois fonder la société par un acte unificateur de ta volonté. Alors, 22 minutes, je vais arrêter là pour cette, mais je vais tout de suite continuer dans la prochaine vidéo parce que là, il y a quelque chose à dire que j'ai bien relevé sur la mécanique universelle il y a déjà très très longtemps. Et c'est-à-dire que nos chefs d'État actuels se forment encore avec Machiavel. Et Machiavel, c'est plus possible de se former avec. C'était valable pour les princes de l'époque. Maintenant, c'est terminé, on ne peut pas. Et donc, j'ai même écrit que ça devrait être un livre interdit pour les hommes politiques, en réalité. Et je le pense, réellement. Hein, je pense que c'est... Voilà. C'est parce que il se comporte encore en machiavélique, il se comporte encore en prince, il se comporte encore avec ces visions-là. C'est comme et c'est là où il n'y a pas un nouveau livre de politique qui leur permette de comprendre que c'est passé, que cette époque elle est passée et qu'on peut pas appliquer ce qu'il préconise, ce que Machiavel préconise pour les princes à la démocratie actuelle. C'est impossible, c'est autre chose, on est sur un autre modèle. Il faut maintenant des livres qui leur expliquent ce que c'est que la démocratie. Parce qu'ils ne le savent pas, notre chef de l'État n'a pas compris ce que c'était que la démocratie. Il en comprend le sens, le mot, le terme, mais il ne comprend pas le fondement spirituel de la démocratie.
Pourquoi la démocratie, c'est une œuvre d'art? Pourquoi c'est quelque chose d'inouï dans l'évolution de l'humanité? Tout simplement parce que ça inverse les lois de la nature. C'est plus les dominants qui s'imposent et qui imposent leur diktat à l'ensemble, c'est les dominants qui sont poussés, qui sont éduqués par le groupe. Les meilleurs d'entre eux montent, mais pour appliquer les valeurs et les règles et les désirs de l'ensemble, pas leurs désirs à eux-mêmes. Dans le monde de la nature, c'est les dominants qui assouvissent leurs propres désirs. Là, ils doivent justement, au contraire, anéantir leurs propres désirs au profit de l'ensemble. C'est ça le fait d'être, de travailler pour la collectivité, d'avoir cette conscience de la collectivité. Mais c'est une philosophie qu'ils n'ont pas, que les dominants actuels n'ont pas. C'est pour ça qu'ils peuvent parler de la France d'en bas, etc. Où c'est pas la rue qui commande ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'ils ont absolument pas compris les valeurs de la démocratie. Et ça, c'est très important. Voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt.